D'abord, moi je ne vois pas beaucoup la cohésion, à part une cohésion fictive sur le portrait du leader, l'image mass médiatique de la vedette, du star system. Il n'y a jamais eu autant de déchirement dans l'ordre du rapport à l'autre, dans sa différence, de montée du racisme, qu'on oublie toujours très rapidement. On dit, ah oui, mais Le Pen, c'est rien, ça va passer, ça n'existe pas, on ne veut pas le savoir. Bon. Or, cette montée du racisme, elle existe aussi à l'échelle planétaire, c'est-à-dire ce sont des centaines de millions de personnes qui crèvent littéralement de faim, de désespoir, et qui sont rejetées au-delà même de ce qu'a pu être l'esclavage antique, qui au moins respectait d'une certaine façon ses esclaves. Il n'y a jamais eu autant de déchirements, autant de perte de cohérence, de perte de consistance. Une cohésion pourrait émerger à nouveau dans des phénomènes de libération sociale, mais avec le fait que, à nouveau, elle représenterait un danger. Si vous voulez, à la fois je souhaite, moi, que se mettent à exister des idéologies de référence, des mouvements collectifs d'action, tout en disant, mais attention, il faut en même temps qu'on les construit, les déterritorialiser ou les détotaliser, pour reprendre le terme de Sartre, par ces problématiques d'écologie individuelle, d'écologie sociale, etc. Alors, au niveau de chaque initiative, au niveau de chaque pratique, de petits groupes éventuellement, là vous avez des indications assez précises, et vous nous disiez tout à l'heure, au fond on sent que ça marche, on sent que ça marche au niveau de la relation psychanalytique, c'est efficace, c'est quelque chose presque de passionnel, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis j'ai lu aussi chez vous l'idée que quelquefois c'est beau aussi, et ça relève de l'esthétique, et qu'au fond ça marche aussi parce que c'est beau. Alors est-ce qu'il n'y a pas plusieurs concepts du beau et plusieurs concepts de l'art chez vous? D'abord un art en face duquel il faudrait tomber à genoux et que vous rejetez bien sûr, qui est le beau en général, mais plutôt un art qui colle, une perception esthétique agréable. Et là j'en viens, prenons un exemple très concret. Un art qui décolle, en l'occurrence, si je me fie aux références qui sont dans les livres de Guattari. Et là, plutôt un art dans le... Justement, dans le disharmonique, un art qui laisse place à la faille, au silence, au blanc. D'où votre lecture étrange, par exemple, prenons cet exemple de Kafka. Étrange lecture de Kafka, puisque c'est la première fois qu'on qualifie de Kafka au fond d'expérimentation en littérature, ou la lecture de Kafka comme une expérimentation en littérature. Alors, ça signifie quoi exactement? Ça signifie sortir Kafka de son statut de monstre sacré pour avoir quelque chose qui est une occasion, une incitation au déplacement, une incitation à la réflexion bougée, une incitation au mouvement idéologique, une incitation au mouvement littéraire chez celui qui le lit? C'est-à-dire, tout à l'heure, vous nous reprochiez de ne pas respecter les auteurs philosophiques. Eh bien, des auteurs comme Kafka ou Proust ou d'autres, ou Beckett, sont pour nous comme des références philosophiques de base. Kafka, c'est heurté, comme, je ne sais pas, comme des particules dans un accélérateur de particules, c'est heurté contre des mutations subjectives de son époque avec une violence extraordinaire, d'où le caractère fragmentaire de toute son œuvre, le caractère non fini. Il a pratiquement fini une ou deux nouvelles, mais tout le reste c'était un chantier permanent, une remise en question complète, sans compter tout ce qu'il a détruit malheureusement. Alors, quand on est devant un phénomène comme ça, on se met à déchiffrer analytiquement la subjectivité qui était en train d'être celle du nazisme, du stalinisme, etc. L'éros bureaucratique découverte, explorée par Kafka, et en même temps les contradictions insoutenables de son rapport à la normalité. Le fait qu'il voulait se marier, qu'il voulait être père de famille, qu'il aimait son père, etc. Et qu'en même temps, c'était quelque chose qui lui sautait, qui lui glissait littéralement des mains. Kafka est un véritable analyste des formations de la conscience, c'est-à-dire des formations de la subjectivité en train de se faire, en train d'être là. Vous êtes en train de dire qu'il est en déplacement involontaire par rapport à la norme? Oui.
involontaire, oui, sûrement. Oui, puisqu'il aurait voulu certainement... S'il était guattariste, il devrait être en déplacement volontaire par rapport à la norme, s'il avait été guattariste. Ben, il l'a été parce que il y a tout un aspect de Kafka méconnu. Il y a tout un aspect de Kafka qui s'intéressait beaucoup à la vie sociale, qui était passionné, par exemple, par les problèmes, disons, de la sécurité sociale de l'époque, puisque c'était un haut fonctionnaire de la sécurité sociale. Enfin, ça s'appelait pas comme ça. Et puis, il était passionné par ce qui se passait dans des groupes anards auxquels il participait. Il y a toute une vie secrète de Kafka qu'on appréhende un peu, que Klaus Wagenbach, sur lequel nous a donné un éclairage. Lorsque vous prenez Kafka, vous le prenez avec sa tradition? C'est pour vous un auteur qui est porté par une tradition, ou bien il apparaît uniquement au moment où son œuvre est écrite? Ah ben, c'est les deux. Il est porté par une tradition parce qu'il a un certain idéal, une certaine représentation de la littérature classique, de la grande littérature romanesque. Il veut faire un roman comme Dickens, par exemple, avec l'Amérique. Mais en même temps, les objets auxquels il s'adresse, lui, sautent des mains, c'est-à-dire se mettent à exister à leur propre compte. Comme on voit partout dans Kafka, brusquement, il y a quelque chose qui se met à travailler et à proliférer. Et lui, il n'a plus qu'à suivre. Et il est entraîné par cette proto-subjectivité qu'il rencontre, qui se met à proliférer un peu comme dans une voie psychotique, quoi. Non, parce que je posais cette question, on a parlé, j'allais dire, du côté relatif, de tout ce qui était un peu symbolique dans un système social, mais est-ce que la création artistique a une valeur, j'allais dire, transcendante pour vous? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est représentante de quelque chose d'essentiel qui transcende un peu l'historique ou l'immédiat? C'est-à-dire que les artistes sont des mutants, dans des conditions très difficiles pour muter. Dans des conditions de contrôle par les images dominantes, par les médias, par le système des galeries, par exemple, ou dans le domaine de la musique. C'est pas les conservatoires, mais c'est les champs de consommation musicaux. Alors, ceci dit, ce sont des gens qui ont le courage de jouer leur existence sur un processus de singularité. Et c'est en cela qu'il nous offre un paradigme qui est intéressant. Il y a toujours cette idée que, au fond, à l'horizon absolument utopique de l'histoire, il y aurait la possibilité de construire son existence comme un artiste conduit son œuvre. Voilà. Non, je remercie de cette réponse, mais c'était peut-être la notion de transtemporalité, j'allais dire, de l'œuvre d'art. C'est-à-dire, pour ne pas parler effectivement de transcendance, est-ce que, par rapport à votre schéma, à votre système de représentation, on ne pourrait pas dire que la création artistique serait transtemporelle? Ça, oui, j'accepte tout à fait. Tout ce qui est trans, moi, ça me va. Tout ce qui est transversalité, etc. Sauf transcendance, effectivement, c'est un peu limite. Donc, une vie aboutie, pour vous, doit être un chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre, ah non, parce qu'un chef-d'œuvre, c'est achevé et c'est en comparaison avec d'autres. Il y a une évaluation transcendante à ce moment-là sur un chef-d'œuvre. Non, mais une œuvre ouverte, une œuvre processuelle, quelque chose d'unique en un sens. Et dans ce sens-là, l'œuvre de Kafka est ouverte. Oui. C'est l'œuvre ouverte par excellence, oui. Dans la mesure où, alors, il y aurait beaucoup à travailler sur Kafka, sans arrêt, de nouvelles significations à produire. Exactement. Jusqu'à ce que ça s'éteigne. Peut-être qu'un jour, Kafka s'éteindra, mais je crois qu'il y a encore de quoi faire. Mais est-ce qu'à vos yeux, ça veut dire qu'une politique accomplie dans son processus, ça doit devenir une esthétique? Si on disait ça, on mettrait les deux registres sous celui de la perversion, quoi, de la perversité. Or, c'est pas tellement de duplicité qu'il s'agit, mais de multiplicité. Je pense que une politique aujourd'hui ne peut être que multiplice, ou même vulgairement, méchamment duplice. Alors, tant qu'à faire d'être dans ce registre de la multiplicité,
autant l'être avec lumière, avec lucidité, avec des concepts, plutôt que de l'être de façon sournoise et dire ah mais bien sûr on est d'accord avec vous, on voudrait bien mon cher monsieur changer tout ça et l'école et la psychiatrie etc. Mais on ne peut pas, il faut attendre pour l'instant, il faut que etc. Non. Je pense que les rapports au pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir d'État ou du pouvoir dans une institution ou du pouvoir paternel, sont nécessairement multiplices, engagent des niveaux contradictoires, hétérogènes de la subjectivité et qu'il n'y a pas de réponse univoque qui peut être apportée. Et que de même que dans la poésie, il y a une multiplicité de significations qui est produite, et bien de même, dans les rapports de pouvoir, il y a cette nécessité d'assumer la complexité de la subjectivité aujourd'hui, c'est-à-dire cette stratification de niveaux d'agencement d'énonciation antagonistes, contradictoires. Est-ce que Félix Guattari, donc merci. Je voudrais rappeler donc ce qu'on peut lire. D'abord, donc votre dernier livre, c'est Cartographie schizoanalytique, c'est chez Galilée. Et puis alors les 2 livres sur lesquels nous nous sommes appuyés, que vous avez écrits en collaboration avec Deleuze, un aussi d'ailleurs sur Kafka, il y en a, ça en fait 3 au moins. L'Anti-Oedipe d'Émile Plateau, tout ça c'est aux éditions de Minuit. Ce livre sur Kafka qui s'appelait Kafka pour une littérature mineure. Voilà, Kafka pour une littérature mineure. Et puis alors des livres que vous avez produits plus récemment, Félix Guattari, donc Les années d'hiver, dont on a parlé, c'est-à-dire ces années d'obscurité, 80-85, chez Bernard Barrault. Et puis La révolution moléculaire, on a parlé pas mal un petit peu de la révolution moléculaire, c'est paru maintenant en 10-18, c'est plus ancien, mais c'est un livre qui nous met bien au cœur de votre pensée, me semble-t-il, donc chez 10-18. Et puis Les 3 écologies, qui vient de paraître aux éditions Galilée. Félix Guattari, merci.